Merci, Monsieur le Président. Je vous suis très reconnaissant d'avoir accepté cette audition à la fin de votre programme d'audition et à la fin de cette journée. Pour ne pas aborder des questions qui ont été abordées par d'autres ou trop souvent pas abordées, je vais me concentrer, moi, pour ma part, si vous le voulez bien, sur deux sujets. D'une part, le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies et d'autre part, la recherche sur l'embryon. Non pas que je sous-estime les autres travaux ni les autres questions, mais il faut bien, là aussi, se limiter. Alors, je commence par le diagnostic préimplantatoire et j'ai quelques scrupules, évidemment, à commencer par un sujet qui, normalement, n'est pas dans le texte voté par l'Assemblée nationale et, en conséquence, sur lequel vous ne devriez pas avoir à vous prononcer. Il s'agit de l'extension du diagnostic préimplantatoire aux aneuploïdies et donc notamment à la trisomie 21, qui a fait l'objet, vous savez, d'un amendement de la part des députés centristes à l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas été suivi par le gouvernement et qui a été rejeté par l'Assemblée. Mais il n'est pas exclu, bien sûr, qu'un tel amendement soit soumis au Sénat, pour la raison qu'il s'agirait, selon ses promoteurs, d'améliorer le taux d'implantation de l'embryon et de diminuer le nombre de fausses couches dans le cadre de la PMA. Alors, je le rappelle peut-être pour ceux qui regardent uniquement cette émission, mais pas pour vous, bien sûr, mais le DPI, il faut le rappeler, est légal pour les parents qui recourent à la procréation médicalement assistée parce qu'ils sont porteurs d'une maladie génétique d'une particulière gravité. Mais la question fait débat depuis plusieurs années, celle d'étendre le diagnostic préimplantatoire à d'autres maladies d'origine génétique, non héréditaires en l'occurrence, qui pourraient être diagnostiquées par l'examen du nombre des chromosomes de l'embryon. Autrement dit, de ne pas s'en tenir à la seule pathologie qui est recherchée dans le cadre de cet examen qui est légal pour les parents qui sont porteurs d'une maladie génétique grave. Donc ce diagnostic est désigné sous le terme de DPI des aneuploïdies ou DPI-A, mais c'est vrai que plus communément, on parle souvent du DPI de la trisomie 21 qui recouvre bien sûr aussi d'autres types de trisomie. Alors à l'occasion de cette troisième révision de la loi de bioéthique, la revendication a ressurgi pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer, c'est-à-dire améliorer les performances de la PMA. Or, Madame Buzyn, notre ministre de la Santé, a nettement contredit sur le fond les arguments de l'extension du DPI. Le premier argument qu'elle a utilisé, c'est l'argument de l'eugénisme. Elle a considéré que le diagnostic préimplantatoire était eugéniste par nature. Et je la cite, « Autoriser cette pratique conduirait manifestement à une dérive eugénique », a-t-elle dit. Elle a précisé une chose intéressante en disant, je la cite encore, qu'elle savait depuis le début de l'élaboration de ce projet de loi que ce serait la question éthique la plus fondamentale et la plus complexe, alors que cette disposition n'était pas dans le projet de loi à l'origine. Et elle a maintenu cette opposition à cette revendication qui revient à dire, je cite encore, à la société que l'on est effectivement d'accord pour éliminer, en le sachant, un certain nombre de pathologies, essentiellement celles que l'on sait trouver le plus facilement, c'est-à-dire les trisomies. Une telle décision, dit-elle, est lourde à l'échelon collectif. Je suis par conséquent très mal à l'aise. Fermez les guillemets. Voilà le premier argument de Madame Buzyn. Le deuxième argument est un argument scientifique qui tente à montrer que l'extension du DPI repose sur des arguments scientifiques qui sont controversés. En effet, la diminution du nombre de fausses couches après un DPI-A n'est pas établie et la littérature scientifique dans ce domaine est divisée. Je ne reviens pas, j'ai plusieurs exemples avec des articles récents. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des articles qui sont favorables et des articles qui sont défavorables, mais il n'y a pas aucun consensus scientifique dans ce domaine, y compris dans des articles récents. Le professeur Bonnefond, qui a été auditionné devant la mission parlementaire, l'a confirmé d'ailleurs lors de son audition en disant, je le cite, « L'augmentation des chances de grossesse après un test d'aneuploïdie n'a jamais été formellement démontrée. » Bien au contraire, il est courant et il est connu que certaines de ces anomalies se régularisent d'elles-mêmes dans les premiers jours du développement de l'embryon, avant l'implantation. Il y a plusieurs travaux, y compris des récents, qui sont parus sur cette autocorrection de l'embryon. M. Bonnefond, d'ailleurs, a montré aussi que ces techniques de diagnostic préimplantatoire étaient délicates et qu'elles exposaient à des risques de faux positifs, de faux négatifs, des risques d'erreur. En effet, on peut avoir des aneuploïdies qui sont confinées au placenta et laissant l'embryon sain. Et puis, ce DPI peut rendre l'embryon non viable parce qu'il l'abîme, voire le détruit.
Donc il y a des incertitudes suffisantes pour ne pas élargir cette technique à d'autres pathologies. C'est ce qu'a confirmé Madame Buzyn sur ce point scientifique. Et puis, il y a une troisième raison qu'elle a invoquée. Moi, j'y suis, pour ma part, assez sensible parce qu'elle touche aux questions de financement et de coût de ce type d'extension. Elle considère en effet que l'extension des pays ouvrirait la voie à une généralisation inévitable. Et là, ce n'est pas un risque, on n'est pas sur une pente glissante, c'est évident qu'il y aura une généralisation. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'amendement des parlementaires centristes de l'Assemblée nationale ne proposait l'extension du DPI qu'aux couples qui faisaient une PMA, mais qui étaient éligibles au DPI pour une maladie héréditaire. Mais pas pour tous les couples qui ont recours à la PMA. Or, on va donc avoir deux types de couples qui recourent à la PMA. Ceux qui recourent à la PMA et qui ont droit à un DPI, parce qu'ils ont une maladie héréditaire familiale, par exemple la myopathie, et puis les autres couples qui sont beaucoup plus nombreux et qui ont recours à la PMA pour des questions d'infertilité, mais qui ne sont pas éligibles au DPI. Et je ne vois pas très bien quel argument on va pouvoir invoquer pour dire que l'extension du DPI, autrement dit le DPI des aneuploïdies, le DPI de la trisomie 21 sera ouvert à la première catégorie, c'est-à-dire aux couples qui sont déjà éligibles au DPI, mais qu'on le refusera aux couples qui vont à la PMA pour des questions d'infertilité. Parce qu'en réalité, ces deux groupes-là, de personnes qui vont demander une PMA, sont absolument dans un statut d'égalité totale, s'agissant de la trisomie 21, puisque, comme vous le savez, la trisomie 21 est une maladie génétique, mais ce n'est pas une maladie héréditaire. Par conséquent, le premier groupe et le deuxième groupe, y compris le premier groupe qui souffre d'une maladie héréditaire, n'est pas plus menacé par une grossesse à partir d'embryons qui auraient une trisomie 21 que le groupe qui n'est pas éligible au DPI. Donc Mme Buzyn s'est interrogée sur ce point en disant que la question est de savoir quelle garantie nous avons si nous passons ce cap, que l'on n'ira pas au-delà. C'est la seule question que doit se poser le législateur s'agissant d'une loi de bioéthique, et elle ajoute qu'on passerait dans ce cas, et c'est là que les chiffres donnent le vertige, on passerait d'une moyenne de 250 couples par an qui font un DPI dans le cas d'une PMA, parce qu'ils sont éligibles au DPI, à 150 000 PMA pour des raisons d'infertilité. Et alors là, les chiffres ne sont évidemment pas du tout les mêmes, parce que lorsqu'on considère qu'une PMA avec DPI coûte près de 20 000 euros, 20 000 euros multipliés par 150 000 PMA, on est à 3 milliards. Donc on est dans des chiffres qui sont absolument délirants. Et je pense que c'est une raison fondamentale pour laquelle Mme Buzyn non plus n'a pas voulu donner suite à cet amendement, outre le fait qu'il ouvrirait bien sûr la boîte de Pandore, parce que c'est toujours par la trisomie 21 qu'on commence. Et ensuite, bien sûr, dans la mesure où nous avons accès à l'ensemble du génome, il n'y a aucune raison de ne pas profiter de l'accès au génome pour vendre d'autres types de diagnostics dans le cadre de cette technique. Mais bien sûr, ce ne sera pas perdu pour tout le monde et les laboratoires y trouveront leur compte. Je cite encore le professeur Bonnefond qui a cité l'enjeu financier tout à fait intéressant pour les laboratoires, en particulier les établissements privés qui vont développer ce type de tests, comme d'ailleurs ils ont développé d'autres types de tests sur la trisomie 21. Donc faisons attention à ne pas nous laisser intoxiquer par des professionnels qui auraient des arrière-pensées plus financières que médicales, dit le professeur Bonnefond. Fin de citation. Alors pour terminer sur ce premier sujet, vous me permettrez, en tant que président de la Fondation Jérôme Lejeune, qui a créé une très grande consultation médicale spécialisée sur la trisomie 21 et d'autres pathologies qui entraînent un retard mental, qui est de loin la plus grosse consultation d'Europe sur la trisomie 21 et qui a relancé une recherche à visée thérapeutique, d'ajouter un élément important qui est le fruit de notre expérience. On ne peut pas évidemment soutenir le projet d'une société inclusive à l'égard du handicap et dégrader en même temps l'image de la trisomie 21 en la rendant responsable des déboires de la PMA, parce que c'est bien ça, en fait. Il s'agit d'éliminer des embryons qui sont susceptibles de dégrader les performances statistiques de la PMA, ce qui n'est quand même pas une raison extrêmement glorieuse. Je rappelle, vous le savez déjà, que la quasi-totalité de la population trisomique 21 a fait l'objet d'un dépistage systématique qui conduit dans 96% des cas à l'élimination de cette population. Il ne naît plus en pratique d'enfants trisomiques 21, hormis bien sûr le souhait des parents. Et donc, on est déjà dans une société qui élimine certains types d'anomalies génétiques ou certains types de disgrâces physiques, il faut dire les choses comme elles sont, qui sont détectées par des machines ou des algorithmes.
Et c'est la première fois, je le dis souvent, que dans l'histoire de la médecine a rendu mortelle une pathologie qui ne l'est pas, puisque la trisomie 21 est une affection qui est grave, personne ne le conteste, mais elle n'est pas mortelle. Et nous en avons la confirmation tous les jours à la consultation de la trisomie 21 de la Fondation Jérôme Lejeune, puisque nos patients les plus âgés ont entre 70 et 75 ans, et l'espérance de vie pour eux augmente aussi. Donc, quand on répète à l'envi qu'il faut changer de regard sur la personne handicapée, comment peut-on espérer que le regard change si l'eugénisme se renforce à chaque évolution technique? Chaque évolution technique n'est pas forcément un progrès. Alors le risque n'est pas mince pour le Sénat si cet amendement était déposé, parce que les principales institutions interrogées ou qui se sont prononcées lors du débat à l'Assemblée nationale, ils sont favorables à cette extension du DPI-A. Le Conseil d'État, le CCNE, l'OPEX, la mission d'information parlementaire, l'ABM, sont tous favorables à l'extension du DPI aux aneuploïdies. Mais Mme Buzyn a tenu ferme sur ce point. Et pour ma part, je crois qu'elle a raison, c'est une décision sage. Nous recevons, nous, 10 000 patients de la pédiatrie à la gériatrie à la consultation. C'est notre consultation qui est très riche. Et la difficulté, ce n'est pas tellement de lutter contre la maladie ou d'accueillir les familles, mais c'est de se dire qu'on n'arrivera jamais à progresser dans le domaine de la thérapeutique quand on entend des propos que je me crois obligé de rappeler ici, qui ont été tenus à l'Assemblée en séance public il y a un mois, ou un peu plus d'un mois, en particulier par le député Philippe Berta, qui a osé parler des enfants trisomiques en les comparant à des légumes, ou au député Philippe Vigier, qui a surenchéri avec ces mots terribles, je le cite, « Il faut traquer, oui, je dis traquer les embryons porteurs d'anomalies chromosomiques ». Je m'étonne de ces propos qui nous pose la question de savoir dans quel pays ou à quelle époque nous sommes pour entendre des propos de cette nature. La question est de savoir quel est collectivement le message qui est envoyé par les pouvoirs publics en prononçant des mots ainsi. Nous accueillons dans cette consultation des gens qui ne font pas forcément partie de l'élite du pays, et nous constatons que ce type de propos est prononcé par une élite dans laquelle nos patients ne se reconnaissent pas. Donc, qu'est devenue cette culture des limites, y compris des limites verbales, quand on entend ce type de propos dans un débat de bioéthique, des propos qui s'analysent comme du racisme chromosomique, il faut dire les choses comme elles sont, qui sont méprisants, des propos méprisants et donc méprisables. Voilà pour ce premier point. J'aborde maintenant la question de la recherche sur l'embryon, et préalablement, je voudrais juste rappeler que j'ai eu la chance ou l'honneur de suivre l'élaboration des 4 lois de bioéthique, dont 3 révisions de la loi, mais 5 révisions du cadre de la recherche sur l'embryon. Car, étonnamment, il y a eu plus de révisions du cadre de recherche sur l'embryon qu'il n'y a eu de loi de bioéthique. On a donc connu l'époque où la loi a interdit toute recherche, c'était en 1994, puis a ouvert une dérogation temporaire, c'était en 2004, puis a pérennisé cette dérogation, c'était en 2011, puis a autorisé la recherche aux conditions, c'était en 2013, puis a ouvert une dérogation dans la dérogation pour faciliter la recherche qui améliore la PMA, c'était en 2016, et puis finalement on va supprimer toutes les conditions, c'est-à-dire 2019 et 2020. 2 de ces modifications du cadre de la recherche sur l'embryon n'ont pas fait l'objet d'ailleurs de loi de bioéthique, alors qu'elles auraient dû objectivement faire l'objet d'une loi de bioéthique dans les conditions prévues à cet effet. Alors il est important de souligner le sens de cette évolution qui, à mon sens, témoigne d'un malentendu. On entend quelquefois les parlementaires ou les médias ou les experts se féliciter des garde-fous posés par la bioéthique en la matière. Mais cette saga législative que je viens de tracer en quelques mots, cette saga législative française d'un quart de siècle, démontre exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on est passé de l'interdiction de la recherche sur l'embryon à l'interdiction de s'y opposer. Le respect de l'embryon, qui était premier il y a 25 ans, est devenu une exception au principe de son non-respect aujourd'hui. Les lois de bioéthique n'ont eu de cesse de déréguler la recherche sur l'embryon. Elles n'ont pas protégé la dignité de l'embryon, elles ont protégé l'intérêt des chercheurs, ce qui n'est pas exactement le discours qui a été tenu ou qui est tenu à l'opinion publique. Alors ce changement de cap à 180 degrés depuis 25 ans tient au regard de convoitises, je dirais, portées sur les embryons qui sont créés par FIV. En effet, la technoscience a fait croire à la médecine, qui a fait semblant de le croire, que si les embryons surnuméraires étaient inutilisés,
ils ne devraient pas être inutilisables, leur cellule souche étant promise à un grand avenir thérapeutique. Et l'ABM, de ce fait, créée en 2004, a autorisé des recherches sur l'embryon. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Contrairement aux attentes triomphalistes, les espoirs placés dans les vertus curatives de l'embryon ont été déçus. Et c'est pourquoi, faute d'apporter la gloire, on demande à l'embryon humain de rapporter de l'argent. Objet de toutes les promesses, l'embryon est devenu l'objet de toutes les richesses. Hier, l'embryon devait nous guérir de tout, et aujourd'hui, il doit nous servir à tout. Et c'est à ce titre qu'il est demandé aux législateurs aujourd'hui de faire disparaître les dernières protections formelles de l'embryon qui sont présentées comme la cause des échecs de la recherche. Au fond, la recherche est tellement brimée que les chercheurs n'arrivent pas à trouver. Et certains chercheurs, d'ailleurs, expliquent leurs insuccès par l'insécurité juridique due à la Fondation Jérôme Lejeune quand celle-ci recourt aux juges pour faire respecter les lois. Des lois que ces mêmes chercheurs ont suscitées et réussi à alléger lors de chaque révision de bioéthique, mais qu'ils continuent à combattre comme si le domaine de la recherche était dispensé de règles. En somme, moins la recherche sur l'embryon apporte la preuve de sa pertinence, et plus il faudrait l'affranchir de toute contrainte pour l'inscrire dans une finalité industrielle et commerciale, puisque cette reconversion fait l'objet de la revendication explicite de certains scientifiques qui n'hésitent pas à dire « il ne faut pas rater le virage industriel ». Or, on ne voit pas en quoi le fait de remplacer une autorisation de recherche par une simple déclaration du chercheur, le fait de ne plus poursuivre de finalité médicale, le fait de ne pas privilégier les IPS comme des alternatives aux cellules embryonnaires, ou l'embryon animal comme alternative à l'embryon humain, le fait de ne plus produire le consentement des parents, le fait de ne plus rendre compte de la traçabilité des embryons, le fait de repousser la limite de la conservation de l'embryon à 14 jours au lieu de 7. On ne voit pas en quoi tous ces allègements, comme s'il s'agissait de se débarrasser de formalités absurdes, votées par des législateurs absurdes, bien sûr, seraient plus favorables aux découvertes scientifiques. En revanche, on voit bien que l'allègement législatif facilitera la production massive de cellules souches embryonnaires par des start-up ou des sociétés à but lucratif dans une perspective utilitariste dont on ne comprend d'ailleurs pas comment elle s'accommode du principe de non-patrimonialité du corps humain. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs autorisations de l'ABM pour fabriquer des cellules souches embryonnaires de manière industrielle dans un passé tout à fait récent. Alors, je termine en disant que la recherche sur l'embryon n'est pas une question de procédure, de respect de procédure ou de technique. Elle interroge sur des principes. Et on attend bien sûr du législateur, et certainement encore plus du Sénat, une réponse de sagesse qui n'est pas nécessairement celle de la technique, qui n'est même d'ailleurs pas celle de la technique, ou qui ne peut pas d'ailleurs être celle de la technique, et pas non plus d'ailleurs celle toujours des industriels. Alors la question est de savoir si le législateur va suivre la jurisprudence administrative qui a tendance à ne pas annuler toujours des autorisations pourtant illégales délivrées par l'ABM à des scientifiques qui ne se cachent pas d'anticiper des transgressions nouvelles et qui savent très bien qu'ils ont demandé à l'ABM une autorisation de recherche pour des recherches qui sont illégales. Je prends un exemple extrêmement concret, peut-être le plus important, le plus emblématique. L'article 17 du projet de loi supprime l'interdit de créer des embryons transgéniques, au point où nous en sommes dans le processus législatif. Donc suppression de cet interdit fondateur de créer des embryons transgéniques. Sa suppression permettra la création en laboratoire d'embryons génétiquement modifiés. Et donc, le ciseau génétique du CRISPR-Cas9, ainsi que d'autres techniques, comme la technique de transfert nucléaire, dite utilisée dans le cadre de la FIV à 3 parents, va pouvoir être expérimentée donc sur des embryons humains. Mais là, il faut rappeler que le projet dit de FIV à 3 parents, qui utilise en particulier le recours à la transgénèse, puisque ces embryons auront 3 patrimoines génétiques mélangés, donc ces embryons-là seront modifiés génétiquement. Ce projet de FIV à 3 parents est déjà mis en œuvre en France. Il est déjà mis en œuvre en France sans attendre la modification de la loi, très attendue justement par les chercheurs. Alors la question est de savoir si le législateur va réguler ou si simplement il va régulariser cette transgression qui a déjà
été anticipé par les chercheurs. Je le dis avec d'autant plus de liberté que je me suis entretenu avec certains des chercheurs qui ont participé de près ou de loin à cette recherche sur l'embryon, la FIV à 3 parents, et qui ne m'ont pas caché qu'effectivement, ils étaient dans une transgression par rapport à la loi actuelle. Donc le législateur va être soumis à la question, est-ce qu'il va réguler ou est-ce qu'il va régulariser? Donc on voit bien que ces techniques de transgénèse, et en particulier celles du CRISPR-Cas9, sont au cœur du débat sur l'embryon, puisque autant la technique du CRISPR-Cas9 est tout à fait intéressante s'agissant des cellules somatiques de l'adulte, ne pose pas de problème éthique, autant s'agissant des cellules germinales et de l'embryon, évidemment, la modification pourra être transmise à la descendance, et la question n'est évidemment plus du tout la même. Donc même si aujourd'hui, d'ailleurs, il n'est pas envisagé de réimplanter l'embryon ainsi modifié, parce que pour le moment, c'est un garde-fou qui reste, mais il va sauter, évidemment. Et l'invocation du non-transfert à des fins de gestation est un prétexte rassurant pour obtenir une transgression nouvelle. Mais on sait très bien que pour obtenir une transgression nouvelle, il faut absolument mettre un barrage à la transgression immédiatement suivante. Bon, c'est comme pour la PMA. Pour autoriser la PMA, on dit on ne fera jamais de PMA. Et on sait très bien que c'est une nécessité pour faire comprendre qu'il est prudent aujourd'hui d'utiliser et de recourir à une transgression qui sera limitée. Mais on sait très bien, et vous le savez, je pense aussi qu'il est question de réinterpréter ou d'essayer de demander une réinterprétation de l'article 13 de la Convention d'Oviedo, qui est aujourd'hui le seul dispositif international protecteur de l'embryon. C'est la seule disposition sur le plan international qui protège l'embryon humain. Or, on a aujourd'hui des tentatives ou des tentations de réinterpréter cet article 13 de manière à pouvoir autoriser l'embryon génétiquement modifié. Alors, je trouve qu'on a beau jeu de montrer la Chine du doigt quand on est en train de prendre la même voie. Jamais on n'a eu une telle dérégulation de la recherche sur l'embryon humain. De même, on s'est ému à juste titre, vous savez, du forçage des gènes du moustique, par le biais d'ailleurs de CRISPR-Cas9, et qui vient de montrer des résultats absolument imprévisibles. C'est-à-dire qu'on voulait faire des moustiques qui ne se reproduisent pas, et résultat, ces gènes qui ne devaient pas se transmettre aux autres, aux moustiques, se sont malgré tout transmis, et on a maintenant une population de moustiques qui comporte 3 types de génomes modifiés, différents, qui sont apparus, sans qu'on comprenne pourquoi, et l'impact sur la santé publique reste absolument inconnu pour l'instant. Donc, on a parlé de scénario catastrophe à propos de l'utilisation de CRISPR-Cas9 pour modifier les gènes du moustique. Mais qu'en sera-t-il si on accepte de modifier génétiquement l'embryon humain, d'autant plus que, même si aujourd'hui il n'est pas envisagé de réimplanter l'embryon ainsi modifié, il faut quand même se souvenir qu'il y a un régime de recherche, nous ne l'avons pas oublié, prévu en 2016, qui a été voté d'ailleurs dans des conditions tout à fait acrobatiques, à la sauvette, pourrait-on dire. C'est le régime de recherche biomédicale sur l'embryon pour améliorer les techniques d'AMP et qui prévoit, lui, le transfert d'embryons, y compris qui ont fait l'objet de recherche. Donc on pourra parfaitement contourner l'interdiction de réimplanter les embryons qui ont été modifiés génétiquement. Donc je termine en rappelant qu'il est bien sûr, il n'est surtout pas nécessaire d'être scientifique pour soutenir que l'embryon humain n'est pas un médicament, ni un réactif de paillasse, ni un substitut aux animaux de laboratoire, ni un être de non-droit qui est voué à des expérimentations clandestines. Et nous devons avoir, je pense, une stratégie d'évitement de déséquilibre écologique chez l'embryon humain, de même que nous avons cette juste préoccupation pour les moustiques. Et s'il y a un domaine où l'activité humaine doit être responsable et solidaire, je pense que c'est bien à l'égard de la recherche qui porte sur l'humain. Et traquer tous les embryons trisomiques, comme l'a dit malheureusement un parlementaire, ou détruire des centaines d'embryons humains dans des projets de recherche ne me paraît ni responsable ni solidaire. Je rappelle que j'ai consulté sur le journal officiel des autorisations de recherche récentes qui ont été délivrées par l'ABM et qui sont publiées au JO. J'ai vu récemment, il y a quelques semaines, une recherche autorisait la destruction de 70 embryons par an, sur 5 ans, ça fait quand même 350 embryons humains détruits pour une recherche, et l'autre projet de recherche autorisait la destruction de 150 embryons humains par an, sur 5 ans, ce qui fait 750 embryons par an pour une recherche. On est dans des chiffres qui sont totalement déraisonnables. Alors, j'ai envie pour terminer simplement de vous citer une phrase
je la cite entre guillemets, l'éthique va de pair avec la qualité scientifique. Si je dis ça moi, ça va faire rire tout le monde. On va dire c'est pas les mêmes plans, c'est pas le même niveau. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est l'INSERM qui l'a écrit. L'éthique va de pair avec la qualité scientifique. Mais elle ne l'a pas écrit pour les embryons. Elle l'a écrit pour l'expérimentation animale. Et elle a développé toute une littérature autour du respect des animaux de laboratoire, ce que je conçois très bien du reste. C'est-à-dire en particulier qu'il faut réduire le nombre des animaux, qu'il faut remplacer les modèles animaux partout où c'est possible, qu'il faut une autorisation du ministère de la Recherche pour tout projet de recherche sur l'animal, c'est obligatoire, qu'il faut une évaluation favorable du comité d'éthique. Et il y a 126 comités d'éthique sur l'expérimentation animale en France. Tout ça est extrêmement encadré. Mais s'agissant de l'embryon humain, on ne réduit pas le nombre des embryons utilisés, on les augmente dans des dimensions, dans des proportions qui sont absolument délirantes. On ne remplace pas le modèle de l'embryon humain par un modèle animal. On considère que la recherche sur un embryon humain, au contraire, est une alternative à la recherche sur l'animal. On trouve ça dans plusieurs rapports, y compris des rapports parlementaires. Faire de la recherche sur des cellules embryonnaires humaines évite de faire de la recherche sur l'animal. Donc les choses sont inversées, mais à 180 degrés. On ne demandera plus d'autorisation, mais simplement une déclaration du chercheur suffira pour faire de la recherche, ce qui n'est absolument interdit pour l'animal. Il faut une autorisation explicite. Et on ne recherche pas spécialement une évaluation favorable des comités d'éthique, puisqu'on sait que le comité d'éthique est favorable plutôt à l'extension de ce type de recherche. Voilà, je termine en rappelant que toute activité humaine doit être responsable et solidaire. C'est aujourd'hui le maître mot dans tous les domaines de l'activité humaine, et il n'y a pas de raison que dans le domaine de la recherche sur l'embryon, ces qualificatifs de responsable et de solidaire soient oubliés. Je vous remercie, Madame la vice-présidente. Merci, monsieur. Donc, il nous reste un peu plus de 10 minutes pour les questions. Madame la rapporteure, 6 questions il y a, parce que vous avez développé de façon très, très large vos arguments. Oui, merci, Madame.